le papier sous le bureau, découvrant une écriture hâtive. Votre fille a déjà essayé de retirer cet argent hier. Elle a dit que vous aviez la maladie d'Alzheimer. Ne signez rien d'autre. Ma main s'est figée au-dessus de la ligne de signature. Je m'appelle Jean-Pierre Morel. J'ai 70 ans, je suis un ancien pêcheur de Concarneau, dans le Finistère. Pendant 43 ans, j'ai travaillé dans les eaux de l'Atlantique, ramenant du cabillaud, de la lotte et des langoustines. Mes mains sont marquées par les filets et les cordages, mon visage tanné par le sel et le vent. Je n'avais jamais imaginé que ces mêmes mains devraient un jour défendre ce que j'avais mis toute une vie à bâtir. L'agence du Crédit Agricole de la rue du Port était presque déserte ce mardi matin de mars. Le givre s'accrochait encore au quai et les touristes n'arriveraient pas avant 2 mois. La conseillère était jeune, environ 30 ans, avec des yeux doux qui me rappelaient ma défunte épouse, Marie-Françoise. Son badge indiquait Léa Leroy. J'ai baissé les yeux vers la serviette, puis j'ai regardé Léa. Elle a jeté un coup d'œil vers le bureau de la directrice, puis s'est penchée légèrement. « Monsieur Morel, votre fille est venue hier avec des documents médicaux, des papiers de procuration. Elle a dit que vous alliez être placé dans un établissement spécialisé, que vous aviez besoin que l'argent soit transféré sur son compte pour vos soins. Je lui ai dit que nous avions besoin de votre signature en personne. C'est pour cela qu'elle vous amène probablement aujourd'hui. Ma fille Isabelle, je ne l'avais pas vue depuis 3 semaines, pas depuis les obsèques de Marie-Françoise. Elle était venue de Nantes, était restée 2 jours, puis était repartie en disant qu'elle devait retourner travailler. Elle était agent immobilier, toujours débordée, toujours sur son téléphone, me posant sans cesse des questions sur la maison, sur mes projets, sur la mise à jour de mon testament. Je n'ai pas la maladie d'Alzheimer, ai-je dit calmement. Et je ne vais dans aucune maison de retraite. Le soulagement de Léa était visible. Je me doutais que quelque chose ne tournait pas rond. Ma grand-mère avait Alzheimer. Vous n'en avez pas les signes. Et hier, quand votre fille était ici, elle n'arrêtait pas de regarder sa montre, de me presser. C'était suspect. La cloche de l'entrée a sonné. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. J'avais entendu ses talons claquer sur le parquet de ma maison la semaine dernière, le jour où Isabelle m'avait rendu visite juste pour voir comment j'allais. Papa. Sa voix était claire, enjouée. Te voilà. J'avais peur que tu aies oublié notre rendez-vous. Je me suis retourné lentement. Isabelle se tenait dans l'encadrement de la porte, impeccable dans un manteau sombre, ses cheveux blonds attachés en arrière, un porte-document en cuir sous le bras. Derrière elle se tenait un homme que je n'avais jamais vu, la cinquantaine, portant un costume coûteux. Je ne me souviens pas avoir pris rendez-vous avec toi, ai-je dit prudemment. Son sourire s'est crispé. Papa, nous en avons parlé hier soir. Tu te souviens? Tu m'as appelé, tu étais confus au sujet de tes médicaments. Tu as dit que tu voulais regrouper tes comptes pour simplifier les choses. Je ne l'avais pas appelé. Je ne lui avais pas parlé depuis l'enterrement. Mes médicaments étaient dans l'armoire de la salle de bain, les mêmes prescriptions que je prenais depuis 5 ans pour ma tension et mon arthrose. Rien n'avait changé. Isabelle, qui est-ce? J'ai désigné l'homme d'un signe de tête. C'est Robert Marchand, des services d'assistance aux seniors. Nous avons une réunion prévue à la résidence après ceci pour discuter de ton placement. Placement? Comme si j'étais un meuble que l'on mettait au garde-meuble. La main de Léa a bougé discrètement vers son téléphone sous le comptoir. J'ai saisi le geste, j'ai compris qu'elle était prête à appeler quelqu'un si nécessaire. Je ne signe rien aujourd'hui, ai-je dit. Et je ne vais à aucune réunion. L'homme, Robert Marchand, a fait un pas en avant. Monsieur Morel, je comprends que ce soit difficile. Le changement est dur, surtout à votre âge, mais votre fille s'inquiète pour votre sécurité. Vivre seul dans cette grande maison sur le port à votre âge avec vos problèmes de mémoire. Je n'ai pas de problème de mémoire. L'expression d'Isabelle a changé, devenant plus douce, plus triste. Papa, tu m'as appelé 6 fois la semaine dernière pour me demander où était maman. Tu avais oublié qu'elle était partie. C'est là que j'ai su que nous devions faire quelque chose. Le mensonge était si fluide, si rodé. J'avais appelé Isabelle une seule fois la semaine dernière pour lui dire que le rosier préféré de sa mère fleurissait tôt, que j'avais cueilli quelques fleurs pour la tombe de Marie-Françoise. Isabelle m'avait à peine écouté avant de dire qu'elle avait des clients qui l'attendaient. Ce n'est pas vrai, ai-je dit d'un ton égal. Monsieur Morel,
Robert Marchand a sorti des papiers de sa sacoche. Nous avons ici des documents, des évaluations médicales de votre médecin, le docteur Sophie Laurent. Elle a recommandé une surveillance constante. Les pertes de mémoire, la confusion sur les médicaments, les propos paranoïaques sur des gens essayant de prendre vos biens. Je n'avais pas de médecin nommé Sophie Laurent. Mon médecin était le docteur Girard, et il m'avait donné un certificat de bonne santé il y a tout juste 2 mois. J'avais encore les papiers à la maison. Léa est intervenue. Je suis désolé, mais je dois voir la pièce d'identité de Monsieur Morel et vérifier ces documents avant que toute transaction puisse avoir lieu. Sa voix était professionnelle, mais j'y entendais une fermeté d'acier. Le masque d'Isabelle a glissé un instant. C'est une affaire de famille privée. Mon père a déjà donné son accord. Je n'ai rien accepté du tout, ai-je coupé. Léa, j'aimerais parler à la directrice de l'agence, s'il vous plaît. La directrice, Françoise Lefebvre, était une femme d'une 50aine d'années qui gérait mes comptes depuis 15 ans. Elle me connaissait. Elle connaissait Marie-Françoise. Elle avait envoyé des fleurs pour l'enterrement. Françoise est sortie de son bureau, a jeté un coup d'œil à la scène et son sourire professionnel s'est effacé. Jean-Pierre, est-ce que tout va bien? Françoise, ma fille prétend que j'ai Alzheimer et veut accéder à mes comptes. J'aimerais que vous vérifiiez que je suis la seule personne autorisée sur ces comptes. Les yeux de Françoise sont passés d'Isabelle au papier que tenait Robert Marchand. Bien sûr. Allons dans mon bureau. Elle a regardé Isabelle. La famille peut attendre dans le hall. J'ai une procuration, a dit Isabelle rapidement, sortant des papiers de son porte-documents. Alors cela ne vous dérangera pas que je vérifie les documents avec notre service juridique, a répondu Françoise calmement. Jean-Pierre, suivez-moi s'il vous plaît. Dans le bureau de Françoise, la porte fermée, j'ai senti ma main commencer à trembler. Elle essaie de me voler. J'ai bien compris cela. Françoise était déjà sur son ordinateur. Jean-Pierre, il y a eu une tentative pour ajouter Isabelle en tant que co-titulaire sur votre compte d'épargne il y a 3 semaines. Cela a été signalé par notre service des fraudes parce que la signature ne correspondait pas à nos dossiers. Nous avons envoyé une lettre à votre domicile il y a 3 semaines. Juste après l'enterrement de Marie-Françoise, je n'ai jamais reçu de lettre. Elle aurait dû arriver sous 5 jours ouvrables. Son visage s'est assombri. Jean-Pierre, est-ce que vous allez toujours chercher votre courrier vous-même? Je le faisais. Chaque matin à 10 heures, je marchais jusqu'à la boîte aux lettres au bout de l'allée, sauf la semaine après l'enterrement de Marie-Françoise où je n'avais pas la force de sortir de la maison. Isabelle avait proposé de prendre mon courrier cette semaine-là. Elle avait apporté une pile de factures, des prospectus, rien d'important, avait-elle dit. Elle l'a prise. J'ai parlé de la lettre. Elle a dû le faire. Françoise a imprimé plusieurs pages. Voici toutes les transactions sur vos comptes ces 6 derniers mois. Regardez ça. Des petits retraits de moins de 1 000 € chacun effectués à différents distributeurs à Nantes. La carte a été signalée perdue et une carte de remplacement a été émise il y a 4 mois à votre adresse. Il y a 4 mois, Marie-Françoise était encore en vie, encore lucide, même si le cancer l'emportait. Elle avait mentionné quelque chose au sujet de sa carte bancaire, n'est-ce pas? Elle avait dit qu'elle ne la trouvait plus dans son portefeuille. Nous avions pensé qu'elle l'avait égarée, nous en avions commandé une nouvelle. Mais la nouvelle carte n'était jamais arrivée, du moins c'est ce que nous pensions. Isabelle a ma carte, ai-je dit lentement. Elle prend de l'argent depuis des mois. Il semblerait. Le total est d'environ 37 000 €. Ma pension, mes économies, l'argent que Marie-Françoise et moi avions mis de côté en vendant notre bateau il y a 3 ans quand mon dos a lâché. Le téléphone de Françoise a sonné. Elle a écouté, son expression devenant de plus en plus grave. Je vois. Oui. Merci. Elle a raccroché. Jean-Pierre, les documents de procuration qu'Isabelle a apportés sont notariés, mais la signature n'est pas la vôtre. Notre équipe juridique peut le confirmer. Et le médecin mentionné, Sophie Laurent, n'existe pas dans le registre médical du Finistère. Tout est devenu glacial. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas Isabelle qui s'inquiétait trop. C'était une fraude calculée, planifiée. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. D'abord, nous sécurisons vos comptes. Je bloque tous les retraits sauf en personne avec vérification d'identité.
Deuxièmement, vous devez déposer plainte à la gendarmerie. Troisièmement, elle a hésité. Vous devriez probablement prendre un avocat, Jean-Pierre, si elle est prête à falsifier des documents médicaux et des papiers de procuration. Cela va plus loin que ce que nous voyons. Le coup à la porte a été sec. La voix d'Isabelle a retenti. Papa, tu vas bien là-dedans? Tu y es depuis 20 minutes. Est-ce que tu te sens encore confus? Elle jouait la comédie pour Robert Marchand, faisant croire que c'était moi qui avais des problèmes. Françoise a ouvert la porte. Mademoiselle Morel, je dois vous informer que nous avons identifié des irrégularités dans les documents que vous avez présentés. Nous devrons mener une enquête complète avant que tout changement de compte puisse être effectué. Le visage d'Isabelle est devenu livide, puis rouge. C'est ridicule. Mon père est malade. Il a besoin d'aide. Vous le mettez en danger en. Isabelle. Ma voix a coupé la sienne. Rentre chez toi. Ne me contacte plus jamais. Papa, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu as besoin d'aide. La gendarmerie te contactera au sujet de documents frauduleux et d'accès non autorisé à des comptes. Je te suggère de prendre un avocat. J'ai vu quelque chose mourir dans ses yeux. Pas de la honte, pas des regrets, juste du calcul. Elle cherchait déjà des angles d'attaque, ses prochains mouvements. Très bien. Elle a tourné les talons. Mais quand tu finiras par errer dans les rues en plein hiver parce que tu auras oublié de payer ta facture de chauffage, ne m'appelle pas. Elle est sortie d'un pas décidé, Robert Marchand se précipitant derrière elle. Françoise a posé une main sur mon épaule. Jean-Pierre, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut rester avec vous? Un ami, un autre membre de la famille. J'avais mon fils, Nicolas, mais il était en Suisse pour travailler. Nous nous parlions toutes les quelques semaines. J'avais des voisins, des copains de pêche, des gens de l'amicale des anciens marins, mais personne de proche. Pas depuis Marie-Françoise. J'irai bien, ai-je dit, bien que je ne sois pas sûr de le croire. J'ai conduit jusque chez moi dans mon Peugeot Partner, le même que j'avais depuis 20 ans. À travers des rues que je connaissais depuis toujours. Concarneau ressemblait à une carte postale. Des maisons en bois coloré et des bâtisses en pierre grimpant sur la colline depuis le port. Les bateaux de pêche tanguant à leurs amarres. J'étais né ici, j'y avais élevé mes enfants, j'y avais enterré ma femme, et maintenant ma fille essayait de tout me prendre. Ma maison se trouvait au bout de la rue de la Falaise, une bâtisse bretonne bleue avec des boiseries blanches, un petit balcon sur le toit où Marie-Françoise surveillait autrefois l'arrivée de mon bateau. Le jardin dont elle s'occupait était en sommeil maintenant, attendant le printemps. Le rosier avait déjà perdu ses premières fleurs à cause d'un gel tardif. La voiture d'Isabelle était dans mon allée. Je me suis garé dans la rue et je me suis approché prudemment. La porte d'entrée était entr'ouverte. Des voix venaient de l'intérieur. Celle d'Isabelle et d'une autre femme que je ne connaissais pas. Le classeur dans sa chambre, disait Isabelle, c'est là que maman gardait tous les papiers importants, les actes, les polices d'assurance, tout. J'ai poussé la porte. Isabelle s'est retournée brusquement. À ses côtés se tenait une femme de son âge, aux cheveux sombres, portant une blouse d'infirmière. Papa, tu es rentré tôt. J'étais juste en train de. Sortez de chez moi. L'autre femme a saisi un dossier sur la table basse. Les mains d'Isabelle étaient pleines de papiers provenant de mon bureau. Papa, j'essaie de t'aider. Ces documents doivent être organisés. Tu ne peux plus tout gérer seul. J'ai dit, sortez. Monsieur Morel. La femme en blouse a fait un pas en avant. Je suis Mélissa Garnier, infirmière libérale avec. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes chez moi sans permission. Toutes les deux, partez maintenant ou j'appelle les gendarmes. J'ai sorti mon téléphone, j'ai composé le 17. L'opérateur a répondu. Ici Jean-Pierre Morel, 47 rue de la Falaise. J'ai des intrus chez moi qui refusent de partir. Cela les a fait bouger. Isabelle a lâché les papiers, a attrapé son sac à main. Tu fais une erreur, papa. Une énorme erreur. Quand tu finiras à l'hôpital parce que tu auras oublié de manger, quand tu tomberas et que tu ne pourras plus te relever, ne compte pas sur moi pour t'aider. Elles sont parties. J'ai verrouillé la porte derrière elles, tourné le verrou, mis la chaîne. Puis je me suis laissé tomber dans le fauteuil de Marie-Françoise, celui près de la fenêtre où elle lisait, et je me suis laissé trembler.
Les gendarmes sont venus 20 minutes plus tard. J'ai tout expliqué. Ils ont pris des notes, ont récupéré les papiers que Isabelle avait lâchés, ont pris des photos. Ils ont dit qu'ils enquêteraient, mais leur visage me disait qu'ils avaient déjà vu cela. La maltraitance des personnes âgées, surtout l'abus financier par des membres de la famille, était courante. Le prouver était difficile. Après leur départ, j'ai parcouru ma maison, vérifiant ce qu'Isabelle avait pris, ce qu'elle avait touché. Le classeur dans la chambre était ouvert, les dossiers fouillés. Mes polices d'assurance avaient disparu. L'acte de propriété de la maison avait disparu. La boîte à bijoux de Marie-Françoise était vide. Je me suis assis sur le lit, du côté de Marie-Françoise, là où son parfum flottait encore légèrement sur l'oreiller. « Qu'est-ce que je fais, Marie ?» ai-je murmuré à la pièce vide. On a sonné à la porte. J'ai failli ne pas répondre, mais par la fenêtre, j'ai vu une femme âgée, peut-être 75 ans, avec des cheveux gris acier et un visage bienveillant. Elle tenait un plat de gratin. J'ai ouvert la porte prudemment. « Oui. Monsieur Morel. Je suis Daniel Bernard. J'étais une amie de Marie-Françoise à l'hôpital. Marie-Françoise avait passé ses 3 derniers mois à l'hôpital de Quimper. Elle y avait rencontré des gens, d'autres patients, des infirmières, des bénévoles. Elle n'avait jamais mentionné Daniel Bernard. Je suis désolé. Je ne me souviens pas que Marie-Françoise vous ait mentionné. Nous nous sommes rencontrés pendant ces séances de chimiothérapie. J'étais bénévole, je lisais pour les patients. Marie-Françoise et moi sommes devenus proches ces dernières semaines. Elle a levé le plat. J'ai fait ça pour vous. Je sais combien c'est dur après. Eh bien, je voulais voir comment vous alliez. Quelque chose dans ses yeux, une intelligence vive sous son allure de grand-mère, m'a fait hésiter. Mais j'étais fatigué, et le gratin sentait bon, et j'avais besoin de croire que quelqu'un se souciait de moi. Entrez, ai-je dit. Elle a posé le plat sur le comptoir de la cuisine, a regardé la maison d'un œil appréciateur. Marie-Françoise parlait de cet endroit sans cesse, du jardin, de la vue sur le port. Elle adorait être ici. C'est vrai, monsieur Morel. Marie-Françoise a aussi parlé de ses inquiétudes concernant Isabelle. Mon attention s'est fixée sur elle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Daniel s'est assise à la table de la cuisine, a joint ses mains. Elle a dit qu'Isabelle posait des questions sur vos finances, sur la valeur de la maison, sur votre retraite. Marie-Françoise était inquiète. Elle a dit que les affaires d'Isabelle battaient de l'aile, qu'elle avait fait de mauvais investissements. Marie-Françoise m'a demandé de faire quelque chose pour elle. Quoi? Elle m'a demandé de veiller sur vous après son départ pour s'assurer qu'Isabelle ne profite pas de vous. Daniel a fouillé dans son sac et a sorti une lettre scellée avec mon nom écrit de la main de Marie-Françoise. Elle m'a donné ceci 2 semaines avant de mourir. Elle m'a fait promettre de vous la donner si jamais Isabelle tentait quoi que ce soit. Mes mains tremblaient en prenant l'enveloppe. J'ai reconnu l'écriture de Marie-Françoise immédiatement, la façon dont elle bouclait c'était, la formation soignée de chaque lettre. Je l'ai ouverte avec précaution. Mon chéri Jean-Pierre, si tu lis ceci, cela signifie que j'avais raison de m'inquiéter. Je prie pour avoir tort, mais une mère connaît son enfant, même quand elle ne veut pas le voir. Isabelle est venue me voir à l'hôpital il y a 3 jours. Elle pensait que je dormais, trop médicamenté pour comprendre. Mais je l'ai entendue au téléphone dans le couloir. Elle parlait à quelqu'un pour obtenir une procuration, disant que la maison valait au moins 600 000 €, que ce ne serait plus très long maintenant et qu'ensuite tout serait réglé. Jean-Pierre, elle prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je sais que ce n'est pas bon. J'ai demandé à Daniel de veiller sur toi. Daniel Bernard n'est pas ce qu'elle semble être. C'est une assistante sociale à la retraite qui s'était spécialisée dans les cas d'abus sur les personnes âgées. Je l'ai rencontrée quand elle rendait visite à un autre patient et nous avons commencé à discuter. Je lui ai parlé d'Isabelle. Elle a proposé son aide. Fais confiance à Daniel. Elle sait quoi faire. Elle te guidera quoi qu'Isabelle essaie de faire. Et Jean-Pierre, mon amour, s'il te plaît, ne t'en veux pas. Nous l'avons élevé du mieux que nous pouvions. Certaines personnes choisissent simplement le mauvais chemin. Ce n'est pas ta faute. Je t'aime. Je veillerai sur toi d'où que je finisse par être. Sois malin. Sois prudent et sache que tu mérites mieux que cela. Pour toujours tienne, Marie-Françoise.
J'ai lu la lettre 2 fois, 3 fois avant que les mots ne pénètrent pleinement. Marie-Françoise avait su, elle avait planifié cela. Même mourante, elle me protégeait. J'ai regardé Daniel. Qui êtes-vous vraiment? Elle a souri, mais il y avait de l'acier dans son regard. Exactement ce que Marie-Françoise a dit. Assistante sociale à la retraite, 30 ans de service pour le département, a enquêté sur les abus de faiblesse. Quand Marie-Françoise m'a parlé d'Isabelle, j'ai commencé à faire quelques vérifications. Voudriez-vous savoir ce que j'ai trouvé? Oui. L'agence immobilière d'Isabelle a déposé le bilan il y a 8 mois. Elle doit plus de 200 000 € à divers créanciers. Elle a contracté une deuxième hypothèque sur sa propre maison à Nantes et est en défaut de paiement. La banque est en train de saisir. Elle fait face à des poursuites de 3 clients différents pour déclarations mensongères. Et elle a récemment commencé à fréquenter un homme nommé Robert Marchand qui a un casier judiciaire pour fraude et usurpation d'identité. L'homme de la banque, il a dit qu'il venait d'un service d'aide aux seniors. Il n'y a aucun service d'assistance aux seniors. C'est une entreprise fantôme qu'Isabelle et Robert ont créée il y a 3 semaines, juste après l'enterrement de Marie-Françoise. Ils l'ont enregistré, ont fait un site web, imprimé des cartes de visite. Tout ça pour ça? Pourquoi? Pour vous faire déclarer incapable, vous placer dans un établissement et prendre le contrôle de vos actifs, la maison, vos économies, votre retraite, tout. Isabelle avait besoin de cet argent pour payer ses dettes. Elle était désespérée. Je me sentais mal. Jusqu'où comptait-elle aller? L'expression de Daniel s'est assombrie. Jean-Pierre, les médicaments dont Isabelle prétendait que vous étiez confus à leur sujet. J'ai vérifié avec le docteur Girard. Isabelle a appelé son cabinet il y a 3 semaines en se faisant passer pour une infirmière à domicile posant des questions sur vos ordonnances. Puis la semaine dernière, une pharmacie à Nantes a délivré une ordonnance à votre nom pour un sédatif, impuissant. Il a été récupéré par Isabelle. Elle allait me droguer. Pour vous faire paraître confus, oublieux, créer un dossier médical de déclin, puis utiliser cela pour obtenir une tutelle ou une procuration accordée par un juge. C'est plus courant qu'on ne le pense. Qu'est-ce que je fais? D'abord, vous me laissez vous aider à porter plainte officiellement. J'ai des contacts à la brigade financière de la gendarmerie. Deuxièmement, nous vous trouvons un avocat, un bon. Troisièmement, nous documentons tout, chaque interaction, chaque preuve. Et quatrièmement, elle a sorti un autre dossier. Nous utilisons ceci. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des relevés téléphoniques, des courriels, les communications d'Isabelle avec Robert Marchand discutant du plan, des captures d'écran du faux site web, des copies des documents de procuration falsifiés, les preuves des retraits aux distributeurs. Comment avez-vous obtenu tout cela? J'ai des amis un peu partout. Et Isabelle n'a pas été aussi prudente qu'elle le pensait. Elle a utilisé son courriel personnel pour une partie de la planification. Robert Marchand est sous enquête depuis des mois. Quand j'ai contacté les enquêteurs là-bas, ils étaient ravis de partager des informations. Au cours des 3 semaines suivantes, tout s'est effondré. La gendarmerie a arrêté Isabelle et Robert Marchand. Les charges incluaient fraude, falsification, usurpation d'identité et tentative de vol aggravé. Les médias se sont emparés de l'histoire. Un agent immobilier local arrêté pour avoir tenté d'escroquer son père âgé. Cela a fait la une de Ouest France. France 3 Bretagne a même fait un reportage, et cela a été mentionné au journal de TF1. Mon fils Nicolas est revenu de Suisse. Il n'avait aucune idée de ce que Isabelle préparait. Il était torrifide, en colère, protecteur. Il voulait rester, mais je lui ai dit de retourner à son travail, à sa vie. J'irai bien. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. L'avocat d'Isabelle a essayé de négocier, mais le procureur n'était pas intéressé. Les preuves étaient trop accablantes, le crime trop calculé. Daniel a témoigné des inquiétudes de Marie-Françoise, de ses propres enquêtes. Léa de la banque a témoigné des tentatives de retrait d'Isabelle. Françoise Lefebvre a témoigné sur les documents falsifiés. Le docteur Girard a témoigné que je n'avais aucun trouble cognitif. J'ai témoigné en dernier. J'ai raconté au tribunal comment j'étais rentré chez moi pour trouver ma fille en train de fouiller dans mes papiers privés, la peur de perdre tout ce que Marie-Françoise et moi avions bâti, la lecture de la lettre de ma femme et la prise de conscience qu'elle avait su. Qu'elle avait essayé de me protéger même après sa mort.
La juge était une femme sévère d'une soixantaine d'années. Elle avait manifestement déjà vu des cas comme celui-ci et elle n'était pas compatissante. Mademoiselle Morel, a-t-elle dit, vous avez systématiquement planifié d'escroquer votre propre père, un veuf encore en deuil de sa femme, votre mère. Vous avez falsifié des documents, créé une fausse entreprise, recruté un complice au casier judiciaire chargé et tenté de faire déclarer votre père mentalement incapable pour pouvoir voler ses économies de toute une vie et sa maison. Ce tribunal a rarement vu une telle trahison calculée de la confiance familiale. Isabelle a été condamnée à 4 ans de prison ferme. Robert Marchand a pris plus lourd à cause de ses antécédents. L'avocat d'Isabelle a demandé la clémence, citant ses problèmes financiers, son stress. La juge est restée de marbre. Vos problèmes financiers ne justifient pas l'abus de faiblesse, mademoiselle Morel. Votre père a travaillé toute sa vie pour ce qu'il possède. Il mérite de profiter de sa retraite en paix, pas de craindre son propre enfant. Alors qu'Isabelle était emmenée, elle m'a regardé une fois. J'ai cherché dans son visage des remords, de la tristesse, n'importe quoi qui ressemble à la petite fille à qui j'avais appris à pêcher, dont j'avais pansé les genoux écorchés, dont j'avais chassé les cauchemars. Mais il n'y avait rien, juste de la colère d'avoir été prise. J'ai récupéré la majeure partie de l'argent qu'elle avait volé via les retraits aux distributeurs. Les polices d'assurance et l'acte de propriété m'ont été restitués. Les bijoux avaient disparu, probablement vendus, mais ce n'étaient que des objets. Marie-Françoise aurait dit que ce n'était que des objets. Danielle est devenue une visiteuse régulière. Elle apportait des gratins. Nous prenions le thé. Elle me racontait des histoires sur Marie-Françoise que je n'avais jamais entendues. Comment Marie-Françoise plaisantait avec les autres patients. Comment elle gardait le moral de tout le monde. Comment elle avait planifié cette protection pour moi avec le même soin qu'elle planifiait nos fêtes d'anniversaire. Un soir, assis sur mon porche à regarder les bateaux de pêche rentrer avec leurs prises, Danielle a dit, « Vous savez, Marie-Françoise m'a dit autre chose. » Quoi donc? Elle a dit que vous étiez l'homme le plus gentil qu'elle ait jamais connu, que vous méritiez d'être heureux même après son départ. Elle m'a fait promettre de vous le rappeler. J'ai senti des larmes que je retenais depuis des mois faire enfin surface. Elle me manque. Je sais. Mais elle vous protège encore. Cette lettre me demandant d'aider. Elle vous a sauvé. C'est cela l'amour, Jean-Pierre. Un amour qui dure au-delà de la tombe. 1 an après le procès, j'étais assis au même endroit sur le porche quand une voiture s'est garée. Mon fils Nicolas était là pour une visite et avec lui, sa fiancée Sarah et leur nouveau-né, mon premier petit enfant. Nicolas l'avait nommé Marie. J'ai tenu ma petite fille, ce petit être qui portait le nom de ma défunte épouse, et j'ai pensé aux chaînes et aux réactions. Comment la cruauté d'une personne aurait pu tout détruire, mais comment la prévoyance d'une autre avait tout sauvé. Comment Marie-Françoise, même dans ses moments les plus faibles, avait été assez forte pour planifier, protéger, aimer. Daniel avait appelé cela de l'abus de faiblesse. Les tribunaux avaient appelé cela de la fraude. Mais moi, je l'appelais par son vrai nom, la trahison. Et l'antidote à la trahison n'était pas la vengeance ou la colère, bien que j'ai ressenti les deux. C'était le genre d'amour que Marie-Françoise avait montré, le genre qui anticipe, qui protège, qui perdure. Alors que le coucher de soleil peignait le port d'Orange et d'Or, la petite Marie dormant dans mes bras, j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées sur l'eau. J'avais appris à lire la météo, à savoir quand une tempête arrivait, à me préparer et à me protéger. Marie-Françoise avait fait la même chose pour moi, lisant les signes que j'avais manqués, se préparant pour une tempête que je n'avais pas vue approcher. Le pêcheur en moi appréciait l'élégance de la chose. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut fermer les écoutilles. On ne peut pas empêcher chaque tempête, mais on peut s'assurer que son bateau survive. Marie-Françoise avait été mon ancre, me gardant stable même quand elle n'était plus là. Nicolas s'est assis à côté de moi. « Ça va, papa ?» « Mieux que bien, ai-je dit, et je le pensais. Isabelle sortirait dans 3 ans si elle se comportait bien en prison. Je ne savais pas si je la reverrais un jour, si elle s'excuserait, si nous aurions à nouveau une relation quelconque. Nicolas a dit qu'il lui avait écrit une fois, avait reçu une lettre en retour pleine d'excuses et de reproches. Il n'avait pas réécrit, mais j'avais ceci, mon fils, sa famille, ce bébé nommé d'après la femme qui m'avait sauvé. J'avais ma maison, mes économies, ma dignité. J'avais des amis comme Daniel qui avaient monté la garde.
J'avais le souvenir de l'amour de Marie-Françoise qui opérait encore sa magie aujourd'hui. Certaines personnes diraient que j'ai perdu une fille, mais je dirais que je ne l'ai jamais vraiment eue. Pas de la façon dont je le pensais. Ce que j'avais, c'était ceci, la connaissance que la vraie famille n'est pas déterminée par le sang ou l'ADN partagé. La vraie famille, ce sont les gens qui vous protègent, qui planifient pour votre bien-être même quand ils ne seront pas là pour le voir, qui vous aiment assez pour penser à 10 coups d'avance. Marie-Françoise avait été ce genre de famille. Daniel était devenu ce genre de famille. Nicolas et la petite Marie étaient ce genre de famille. Et peut-être que c'était suffisant. Peut-être que c'était bien plus qu'assez. J'ai bercé ma petite fille doucement, fredonnant un vieux chant de marin que mon père m'avait appris, que j'avais appris à mes enfants et que je lui apprendrai maintenant. Le cycle continuait, mais cette fois éclairé par des leçons difficiles sur la confiance, la protection et l'amour. Les bateaux dans le port se balançaient doucement sur la marée du soir. Quelque part là-bas, au-delà de la digue, l'Atlantique s'étendait vaste et profond, plein de dangers et de beauté à la fois. J'avais passé ma vie à naviguer sur ces eaux, apprenant à les respecter, à travailler avec elles, à y survivre. Et j'avais survécu à cela aussi. Pas indemne, mais intact, toujours debout, toujours moi-même. C'était le dernier cadeau de Marie-Françoise. Pas seulement une protection contre les manigances d'Isabelle, mais le rappel que j'étais plus fort que je ne le croyais, que l'amour était plus intelligent que l'avidité, que la planification et la prévoyance pouvaient surmonter même la trahison la plus calculée. Alors que le soleil disparaissait enfin derrière l'horizon et que les premières étoiles apparaissaient, j'ai chuchoté à l'air du soir, à Marie-Françoise, où qu'elle soit, merci mon amour, tu m'as sauvé une dernière fois. Et dans le balancement doux de ma petite fille dans mes bras, dans la chaleur de la présence de mon fils à mes côtés, dans la paix de ma maison toujours à moi, j'ai senti sa réponse. Je t'en prie. Maintenant vis, sois heureux. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Alors je le ferai pour elle, pour moi, pour la petite Marie. Je vivrai et je serai heureux. Et je me souviendrai que la meilleure vengeance contre ceux qui essaient de vous voler votre vie est de la vivre pleinement, entouré des gens qui vous aiment vraiment. Les lumières du port commençaient à scintiller une à une, marquant les chenaux sûrs pour rentrer à la maison. Cette histoire nous rappelle cruellement que la malveillance peut parfois se cacher au sein même de notre propre famille, là où l'on devrait se sentir le plus en sécurité. L'abus de faiblesse sur les personnes âgées est une réalité dévastatrice qui touche des milliers de foyers, souvent dans l'ombre et le silence. Ce récit souligne l'importance vitale de la vigilance des tiers, comme cette conseillère bancaire courageuse ou cet ami fidèle, qui ose intervenir quand quelque chose semble suspect. Il met également en lumière la force de l'amour maternel qui, même face à la mort, cherche des solutions pour protéger ceux qu'il laisse derrière lui. La prévoyance et l'organisation ne sont pas seulement des tâches administratives, elles sont parfois les derniers remparts contre la cupidité et la trahison. C'est une leçon sur la résilience et sur le fait que la véritable famille est celle qui nous protège, peu importe les liens du sang. Que pensez-vous de la réaction de Jean-Pierre envers sa fille à la fin du procès? Auriez-vous été capable de pardonner ou pensez-vous que la rupture définitive était la seule solution possible pour se protéger? Partagez vos réflexions et vos expériences en commentaire, car votre témoignage pourrait aider d'autres personnes dans une situation similaire.